m'appelle Brigitte Gosselin. Je suis docteure en pharmacie de formation. Donc, je suis diplômée depuis 30 ans. J'avais ma propre officine dans un petit village en Alsace. Et j'ai quitté la pharmacie en 2008 pour refaire une formation de naturopathe parce que pour moi, ça ouvrait plus de possibilités pour faire, entre autres, de la prévention. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant qui va, j'espère, vous apporter un nouvel éclairage aussi sur une autre façon de prendre soin de soi. Et je vais sans tarder partager le diaporama que je vous ai préparé. Voilà. Alors, pourquoi parler de l'importance du microbiote intestinal et de l'eau? Eh bien, on va voir un petit peu de quoi nous sommes fabriqués, si vous voulez, en quelque sorte. Eh bien, vous allez voir que notre corps est un organisme très complexe qui comporte en fait des germes bienveillants qui collaborent avec nous. Et donc, ces germes bienveillants s'appellent le microbiote. Donc, c'est un ensemble de micro-organismes. Donc, il peut être composé de bactéries, mais aussi de micro-champignons, de protistes qui vivent dans un environnement bien spécifique. Et cet environnement bien spécifique s'appelle le microbiome. Donc, ce microbiote est hébergé, si vous voulez, par un hôte. Donc, cet hôte peut être un arbre, une plante, un animal, un humain. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'être humain. Alors, si vous regardez de près sur cette image, eh bien, vous verrez que nous sommes constitués, en fait, d'un chiffre hallucinant de différents éléments et que nous comportons à peu près 40 000 milliards de bactéries, que nous hébergeons 40 000 milliards de bactéries dans notre corps. Ces bactéries, leur génome représente 100 fois plus de gènes dans le microbiote intestinal que dans le génome humain. Et son poids fait en moyenne 2 à 3 kilos. Alors, j'ai bien surligné microbiote intestinal. Pourquoi? Parce qu'il existe également d'autres microbiotes. Donc, nous avons un microbiote particulier qui est celui du vagin, celui de la peau, celui au niveau pulmonaire, respiratoire et au niveau mammaire. Alors, on parle également de flore, donc la flore cutanée, la flore vaginale, etc. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser davantage à la flore intestinale. Alors, tout commence à la naissance. Je vous ai mis un schéma qui est sous-titré en anglais, mais je vais vous l'expliquer. En fait, à gauche, vous voyez un enfant qui naît par voie basse, c'est-à-dire il va sortir par les voies naturelles de la maman. En sortant, le bébé va avaler des germes qui font partie en fait de la flore vaginale de la maman. Or, cette flore comporte principalement des lactobacilles, du genre Lactobacillus. Un enfant qui va au contraire naître par césarienne, comme vous le voyez sur l'image de droite, est un enfant qui va traverser, si vous voulez, la paroi du ventre de la maman. Et cette paroi, en fait, va faire en sorte que l'enfant, quand il va sortir, va principalement avaler des germes qui sont d'origine de la flore cutanée. Et notamment, on va y retrouver pas mal de staphylocoques. Alors, vous voyez bien que dès le départ, l'enfant n'a pas la même flore, les mêmes bactéries, les mêmes microbes qu'il va ingurgiter. Et donc, la flore de base va être totalement différente. Un enfant qui naît par césarienne, en fait, se constitue déjà à la base une flore qui n'est pas normale. Et s'il n'a pas de chance, eh bien, il n'arrivera pas forcément à rattraper, si vous voulez, cet handicap de départ. Et on verra apparaître des risques croissants pour des maladies atopiques,
pour de l'asthme, des rhinites allergiques ou des maladies cœliaques, c'est-à-dire des intolérances au gluten. Et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, on en voit fleurir pas mal. Alors, ce qui est important à savoir également, c'est que l'enfant va se constituer principalement son microbiote les 2 à 3 premières années de sa vie. Donc, lorsque vous regardez ce schéma, vous pourrez constater que toute la partie qui est bleue correspond donc aux 2-3 premières années de vie de l'enfant. Donc, c'est là où réellement son alimentation va jouer un rôle fondamental pour se constituer vraiment la bonne flore qui va pouvoir participer au bon fonctionnement de son organisme, de son corps, pour toute sa vie. À l'âge adulte, vous voyez, c'est la partie qui correspond au vert clair. Notre flore intestinale ne bouge pas des masses, c'est-à-dire on a un entretien qu'on fait plus ou moins régulièrement, mais ça ne bouge plus beaucoup. Par contre, en vieillissant, eh bien, effectivement, nous avons le foie, les reins, les organes qui commencent à travailler un peu moins bien, la digestion également. Et donc, effectivement, notre flore intestinale, au fur et à mesure, va faiblir. Eh bien, notre immunité va également en dépendre. Nous le verrons tout à l'heure. Donc, effectivement, ça explique aussi pourquoi, en partie, les personnes âgées ont tendance à être plus fragiles. Alors, je vous disais qu'il est fondamental de veiller à une bonne alimentation au départ dans la vie de l'enfant. Nous allons constater qu'il y a aussi une grande différence entre le lait qui va être donné au bébé. Vous avez 2 camemberts. À gauche, vous avez le lait maternel. Quand on regarde sa composition, il est fait à peu près de 85% de bifidobacterium. Donc ça va être la bactérie principale qui va ensemencer la flore, qui va constituer aussi la flore de départ du bébé. Un enfant qui n'a pas la chance d'être allaité ou de boire du lait maternel va être élevé au lait en poudre. Donc le lait en poudre, c'est quoi? C'est du lait de vache maternisé, c'est-à-dire rendu le plus proche possible du lait maternel pour une bonne assimilation. Or, lorsque vous regardez sa composition, vous retrouvez effectivement du bifidobacterium, mais plus qu'à 10%. Donc, vous voyez, il y a beau y avoir d'autres souches, le bifidobacterium qui est de base vraiment fondamentale pour avoir une bonne immunité, un bon microbiote dès le départ, se retrouve réduit à peau de chagrin. Alors, je vous ai déjà plusieurs fois évoqué l'immunité. Alors, je vais vous expliquer sans tarder les rôles fondamentaux du microbiote. On dit toujours intestin en bonne santé, immunité assurée. Alors, pourquoi? Le rôle du microbiote à l'heure actuelle fait l'unanimité au niveau des scientifiques pour dire qu'il est fondamental. Il remplit 4 rôles primordiaux. Le premier est un simple rôle métabolique, c'est-à-dire pour aider à la digestion, à la fermentation des aliments pour pouvoir les digérer et en extraire les substances nécessaires pour nourrir nos cellules. Le deuxième rôle, qui est très important aussi, est un rôle de barrière, de bouclier. Un bouclier par rapport à l'envahisseur, c'est-à-dire des microbes, des toxines indésirables. Le troisième rôle est un rôle de défense dans le sens où, au niveau de nos intestins, se développe notre immunité en bonne partie, c'est-à-dire vous avez vos immunoglobulines générales, les IgG, qui ont un lieu de développement spécifique à cet endroit. Et donc, nous fabriquons 70% de nos IgG à cet endroit. Le quatrième rôle est un rôle de maintenance, voilà, qui est très important également. Donc, important pour la maturation des cellules, du tube digestif, de l'entretien avec du mucus, le bon degré d'hygrométrie, etc. Voilà. Donc, vous voyez que notre tuyauterie, c'est vraiment ce qui va permettre de faire rentrer dans le corps ce dont il a besoin, mais c'est au niveau des intestins
que va se jouer une bonne partie en fait de toutes ces transformations finales et dont va dépendre en fait l'état de santé du corps. Alors, évidemment, les recherches vont bon train sur tous les fronts, mais particulièrement en cette période chahutée par la Covid. Il y a eu également, vous pouvez vous l'imaginer, des recherches actives autour du SARS-CoV-2. Donc, ce virus, en fait, a été confronté aussi à l'état de différents microbiotes. Et donc, il y a eu un article très intéressant qui est paru en janvier de cette année, qui en fait a montré que le SARS-CoV-2 en fait avait une grande interaction avec ce fameux microbiote. Alors d'abord, il le modifie grandement. Alors, vous me direz, jusque-là, rien d'extraordinaire. Tout virus, toute bactérie, tout parasite, tout champignon qui arrive à s'insérer dans notre corps et qui arrive à prendre pied va provoquer également une modification du microbiote. Par contre, la plupart profitent déjà que ce microbiote soit plus ou moins décapé, inexistant, pour s'installer. Là, le virus ne se contente pas de cette action, il va également continuer à modifier ce microbiote. Du coup, on va avoir une dérégulation de la réponse immunitaire puisque le corps ne saura plus trop où donner de la tête et une exacerbation rapide de la maladie qui va se finir en tempête cytokinique. Alors, cette fameuse tempête cytokinique dont on parle tant, qui est en fait une réaction inflammatoire qui est vraiment exacerbée et qui s'installe de manière très rapide. Ce qui veut dire que, en fait, les barrières de protection habituelles ne fonctionnent plus. Et enfin, on va voir apparaître une dysbiose qui va persister. C'est quoi? C'est un déséquilibre entre l'écosystème bactérien dans tout le corps et qui va être exagéré, bien sûr, quand on aura eu besoin d'avoir recours également à des antibiotiques. On sait tous que quand nous prenons des antibiotiques, ils ne savent pas faire la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et donc, les antibiotiques ont tendance à ratiboiser tout ce qu'ils trouvent. Et donc, effectivement, ils font également du tort à notre flore naturelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement, c'est que non seulement le SARS-CoV-2 est très agressif pour notre flore intestinale, pour notre microbiote, mais que si à la base, vous avez déjà un microbiote en très bonne santé, un corps qui est bien préparé, il a beaucoup moins de chances de tomber malade puisque l'agresseur pourra faire moins de dégâts. Et donc, la personne qui aura un bon système immunitaire à la base et des intestins en bonne santé, un microbiote en bonne santé, sera beaucoup plus résistant. Et si, malgré tout, il devait tomber malade, eh bien, il pourra se remettre beaucoup plus rapidement puisque tout le microbiote ne sera pas tué dans la bataille. D'où cette importance fondamentale. Le microbiote en bon état fait partie d'une prévention vraiment ultra importante. C'est comme une préparation pour aller à un championnat, donc pour résister à l'ennemi. Alors, l'intestin, notre deuxième cerveau, c'est une autre partie voilà, un autre regard sur le microbiote à un autre niveau. Effectivement, on écrit pas mal sur le microbiote en ce moment. Vous voyez dans des revues de base, comme des revues plus scientifiques. Un livre également que je ne peux que vous conseiller, que j'aime beaucoup, qui est Le charme discret de l'intestin de Julia Enders, qui pourra vous expliquer beaucoup de choses en des mots relativement simples et de manière très amusante et imagée. Alors, l'intestin, notre deuxième cerveau. Pourquoi parlons-nous de deuxième cerveau? Eh bien, en fait, il faut savoir que l'intestin héberge à peu près 200 millions de neurones qui vont communiquer en permanence avec le cerveau. Donc,
il y a interaction permanente. Et une étude belge dans la revue scientifique Nature Microbiology suggère d'ailleurs que certains types de bactéries intestinales influenceraient nos comportements et interviendraient aussi dans certaines pathologies comme la dépression, le burn-out, le stress, l'anxiété. Donc, en fonction des bactéries qui constitueraient en fait votre microbiote, vous seriez plus sensible à certaines maladies du système nerveux que d'autres. Voilà. Donc, sachez que la recherche va bon train dans ce secteur-là, notamment par rapport à Alzheimer aussi, par rapport à l'autisme. Et apparemment, on a déjà d'excellents résultats dans ce domaine. Attendons encore un petit peu, mais je pense que vous verrez rapidement de nouvelles publications sur le sujet. Alors, notre santé dépend fortement de l'état de notre microbiote. Nous le disions déjà par rapport à nos défenses immunitaires de manière générale, quand il y a une attaque virale, par exemple. Nous avons parlé de la codépendance entre l'état du microbiote et du système nerveux. Eh bien, je suis tombée sur un autre article intéressant cette semaine. C'est une interview qui a été accordée dans les cahiers de la santé naturelle, donc en avril 2021, à Dr Catherine Rossi, qui est chirurgien dentiste. Madame Rossi, en fait, est également, comme moi, passionnée de tout ce qui est naturel. Elle s'est formée à l'homéopathie, à la phytothérapie, à la médecine traditionnelle chinoise, entre autres, à la micronutrition. Et elle a constaté que les personnes qui avaient beaucoup de caries et des gencives qui saignaient facilement étaient très fréquemment des personnes dont le microbiote était en très mauvais état. Alors, comment peut-on expliquer ça? Parce qu'habituellement, on dit que si les gencives saignent, bon, ben, c'est parce que la microcirculation, les petits vaisseaux ne sont pas en bon état, ou tout simplement, si on fait des caries, eh bien, c'est faute à pas de chance, ou c'est la génétique, etc. Eh bien, elle a pu établir que, en fait, ce sont des phénomènes qui surviennent sur un terrain qui est plutôt intoxiqué, avec une paroi intestinale inflammée. Alors, quand vous avez une inflammation des parois intestinales, eh bien, vos cellules intestinales ne fonctionnent plus correctement et votre immunité non plus, puisque vous ne pouvez plus fabriquer correctement vos fameuses immunoglobulines. Et je vous rappelle qu'il y a quand même 70% de nos immunoglobulines qui sont fabriquées à cet endroit-là. Donc, une paroi intestinale inflammée, en fait, est porte ouverte à beaucoup de choses, et notamment la muqueuse n'est plus capable de régler la circulation. Donc, les bonnes choses comme les mauvaises choses vont se croiser dans un sens comme dans l'autre, et ça va être le bazar complet. Donc, on va parler de porosité intestinale, puisque le passage n'est plus surveillé. Et donc, le microbiote en général se retrouve complètement déséquilibré, et le foie, bon, qui voit revenir des déchets qui auraient dû partir depuis longtemps, eh bien, est débordé et ne peut plus faire correctement son travail de nettoyage dans l'organisme. Et donc, ces toxines, bon, il n'est pas possible de les garder. Donc, le corps va trouver d'autres artefacts pour essayer de les éliminer, et notamment les gencives et les dents sont des voies d'élimination. Et donc, les dents qui sont sujettes aux caries, ça peut être le trop-plein de toxines et notamment des acides qui remontent, mais ça peut également être un deuxième facteur lié justement à la porosité intestinale et au microbiote déséquilibré, tout simplement, puisque je disais les bonnes et les mauvaises choses sont complètement mélangées dans des flux qui se croisent et qui se recroisent. Et donc, les fameux minéraux qui devraient arriver jusqu'aux dents pour justement maintenir leur bon état, eh bien, sont noyés dans la masse et n'arrivent plus correctement à destination.
ce qui fait que les dents n'ont plus la même résistance et sont beaucoup plus facilement attaquables. Donc, vous voyez que votre microbiote est vraiment très, très important sur plusieurs plans. Je pense que si on continue nos recherches, eh bien, on va pouvoir trouver encore d'autres interactions entre l'état de santé de la flore intestinale et d'autres pathologies ou d'autres problèmes qu'on peut rencontrer dans notre corps. En tout cas, en attendant, sachez que voilà, là où vous en êtes, vous pouvez contribuer à la maintenir dans l'état le plus parfait possible. Alors, des gestes simples, que faut-il faire? Eh bien, votre alimentation doit être constituée essentiellement de légumes, quelques fruits, mais pas trop, parce qu'ils fermentent également et donc créent de l'acidité. Et donc, vos légumes devraient, je dis bien devraient, constituer à peu près 80% de vos repas. On en est loin, donc sachez que si vous forcez encore un peu sur les légumes, ça ne peut que vous faire du bien. D'autre part, la plupart des légumes sont alcalinisants, c'est-à-dire ils vont combattre l'acidité également. Modérez la prise de viande rouge qui est très, très acidifiante. Préférez des viandes blanches, c'est-à-dire de la volaille et du lapin. N'oubliez pas de manger des légumineuses et des céréales complètes. Ce sont des aliments qui sont intéressants, notamment pour amener des vitamines B qui vont soutenir le système nerveux, mais qui vont également ramener des fibres. Et les fibres vont permettre aussi aux probiotiques de se fixer et de se nourrir. Et je vais vous en parler un peu plus loin. Certaines céréales complètes sont très intéressantes dans le sens où elles sont riches en une molécule qu'on appelle le bêta-glucane. Donc, je vais vous expliquer son rôle qui est très intéressant. Pensez également à consommer des aliments fermentés riches en prébiotiques, donc qui vont préparer le terrain. Alors, vous le savez, les produits transformés à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Donc, gardez-les vraiment en cas de dépannage. Et puis, surtout, évitez les produits light parce que ce sont vraiment des produits qui vont se retourner contre vos cellules. Ce sont des vrais gros toxiques. Voilà. Et quand vous mangez, pensez aussi à mâcher correctement, lentement. Prenez le temps de manger, de bien réduire vos aliments en bouillie. Ça permettra également une meilleure assimilation et effectivement, vos intestins vous en remercieront. Alors, je vais revenir sur ce fameux bêta-glucane. Alors, c'est quoi le bêta-glucane? C'est un polymère de glucose. Alors, oui, je ramène un peu ma science. Je vais vous le dire de manière plus simple. Le polymère de glucose, c'est un sucre qui est complexe. Voilà. Et on le trouve souvent dans les parois cellulaires de, je disais, notamment des céréales complètes, donc dans certaines plantes, dans certaines bactéries, mais on les trouve aussi dans certains champignons, notamment les champignons asiatiques comme le reishi, et dans des levures. Alors, le bêta-glucane est une fibre, mais qui est soluble et fermentescible. Donc, elle va permettre d'optimiser la digestion. Alors, qu'est-ce que nous apporte le bêta-glucane quand on l'ingère? Eh bien, déjà, les études actuelles montrent qu'il participe au contrôle de la glycémie, c'est-à-dire qu'il évite de faire flamber le taux de sucre dans le sang. Chez les personnes qui sont diabétiques, le bêta-glucane va permettre de réguler justement cette glycémie pour qu'il n'y ait pas tous ces à-coups. Et il va permettre également de diminuer la prise d'insuline au long cours, également pour les médicaments hypoglycémiants par voie orale. Par ailleurs, il va permettre d'améliorer le taux de cholestérol, de triglycérides aussi, et il va réguler la pression artérielle. Alors, le bêta-glucane, nous avons vu, c'est une fibre qui est fermentescible. Il va gonfler légèrement dans nos intestins et donc, il va produire un effet de satiété, c'est-à-dire on aura moins faim. Et donc, c'est également un bon élément dans les régimes, justement, pour les personnes qui doivent perdre du poids, parce qu'il va
permet d'arriver à cette sensation de satiété de manière prématurée et en même temps, il va réduire le risque d'obésité. Par ailleurs, il va soutenir le système immunitaire, donc très intéressant, justement, quand nous avons affaire à un microbiote qu'il faut bien entretenir. Et dans les différentes études qui ont été menées, il semblerait que le bêta-glucane soit intéressant aussi dans la prévention ou dans la rémission des cancers et dans tout ce qui est infection à virus, donc notamment coronavirus. Le bêta-glucane a également des effets très intéressants dans des affections cutanées, notamment des affections cutanées de longue durée, comme tout ce qui est dermatite, eczéma, mais également psoriasis, dans les ulcères, les plaies qui ont du mal à se refermer, et puis également dans les rides, tout simplement. Et le bêta-glucane semblerait être également un soutien intéressant dans la fatigue causée par des fonctions immunitaires qui pourraient être altérées ou lorsqu'on subit un stress physique et ou émotionnel important. Alors, ce soir, je vais vous présenter un produit qui n'est pas comme les autres. En fait, Xelis a fait un choix de sortir un probiotique qui est assez particulier. Donc souvent, vous avez des probiotiques qui vont contenir une ou plusieurs souches, si vous voulez, de bactéries pour justement réensemencer nos intestins. Xelis a fait le choix de sortir un produit qui contient 3 ingrédients majeurs. Donc, il s'appelle le Naturabiome X3 Formula. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, si vous avez bien suivi mon exposé précédemment, eh bien, il contient du Bifidobacterium lactis. Donc, ça, c'est la bactérie que nous allons retrouver de manière majoritaire au niveau du lait maternel. Donc, je vous rappelle qu'elle représente 85% de la composition du lait maternel. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon démarrage dans la vie, eh bien, sachez qu'on peut réensemencer également sa flore avec les bonnes bactéries. En plus, nous avons dans ce mélange une fibre soluble issue d'une céréale riche en bêta-glucane. Donc, tout à l'heure, je vous expliquais qu'entre autres, le bêta-glucane était très intéressant pour justement booster le système immunitaire. Donc, c'est un véritable soutien et en même temps, c'est un support et de la nourriture pour les bactéries, pour qu'elles se plaisent, pour qu'elles puissent se constituer un bon petit nid au niveau de nos intestins. Enfin, un élément dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, il y a de la spiruline de high grade A3 nat qui a été ajoutée. Alors, je voulais dire de haut niveau, high grade. C'est tout à fait une spiruline de très, très haute qualité, très, très pure, qui a été, si vous voulez, cultivée en vase clos dans ce qu'on appelle des photobioréacteurs, c'est-à-dire complètement à l'abri des microbes de la pollution extérieure, c'est-à-dire pas de pollution possible venant de l'atmosphère, pas de pollution possible pouvant venir de l'eau, puisque la spiruline est une algue d'eau douce qui est cultivée dans des bassins d'eau à température plutôt chaude. Elle se trouve à l'état naturel au niveau de la ceinture tropicale. Et donc, la spiruline est très, très sensible à la pollution. Elle est capable de nous détoxiner, notamment de capter les métaux lourds. Par contre, si elle les capte déjà au moment de la culture, eh bien, vous allez ingurgiter, si vous voulez, une spiruline qui est déjà contaminée, ce qui n'est absolument pas le but. Donc, voilà, Xelis a rajouté une spiruline vraiment de très haute qualité qui permet justement de capter aussi les déchets et donc qui va permettre de nettoyer les intestins, de préserver en même temps notre fameux bifidobacterium pour qu'il puisse se développer tranquillement et nous refaire une bonne flore intestinale.
Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en spiruline, vous savez certainement qu'elle apporte toutes les vitamines et tous les minéraux dont le corps a besoin. Et donc, non seulement elle va permettre de nettoyer et de reminéraliser et de revitaminer derrière, mais en même temps, ça va être un substrat intéressant, encore une fois, pour notre fameux bifidobactérium, pour qu'il puisse se développer tranquillement et avoir tout ce dont il a besoin. Voilà. Donc, il y a une étude clinique qui démontre que Natura Biome X3 participe à l'équilibre parfait du microbiote intestinal, mais également pour les personnes qui voudraient faire du régime, à la réduction de la graisse abdominale, notamment par rapport à la présence aussi de bêta-glucane, évidemment aussi une réduction du tour de taille. Alors, j'ai rajouté un autre sujet qui pour moi est absolument fondamental et indissociable aussi du bon état du microbiote. Il est important de s'hydrater suffisamment et s'hydrater de préférence avec une eau de qualité. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on verra, notre corps est principalement constitué d'eau et si vous voulez bien nettoyer votre tuyauterie, eh bien, il faut passer voilà, quelques litres pour que les toxines puissent également circuler et s'éliminer. Alors, l'eau idéale devrait ressembler à quoi? Eh bien, elle devrait être pure comme une eau de source, sans contaminants, sans pesticides, sans médicaments, sans autres additifs, plate. Évitez les bulles parce que les bulles vont perturber et ralentir la digestion. Les bulles ne sont recherchées que quand on est constipé pour remettre en route. Peu de résidus à sec, c'est-à-dire une eau très faiblement minéralisée. Les minéraux que vous allez retrouver dans l'eau sont des restes de caillasse arrachés en fait à l'environnement dans lequel est sortie la source. Donc, c'est de la roche. Vous n'êtes pas capable de digérer les cailloux, donc ça va faire des déchets inutiles. L'eau idéale devrait être alcaline avec un pH idéalement au-dessus de 7, c'est-à-dire une eau qui va combattre l'inflammation pour que justement ce ne soit pas la débandade dans nos intestins. Et enfin, l'eau idéale devrait être riche en ions négatifs antioxydants, c'est-à-dire elle devrait ramener de l'énergie. Il devrait s'agir d'une eau vivante et pas d'une eau morte qui a stagné dans les bouteilles, dans les robinets, parce que celle-là, c'est une eau qui ne va pas hydrater correctement vos cellules ni leur transmettre son énergie. Alors, je rappelle juste, buvez toujours votre eau à température ambiante ou chaude, jamais glacée, parce que vos foies et vos reins sont constitués de plein de petits micro-vaisseaux. Si vous leur mettez un coup de froid, eh bien, ils vont avoir froid, ils vont se rétracter et donc, évidemment, ils ne vont pas pouvoir travailler correctement puisqu'ils doivent filtrer. Donc, je vous disais, notre corps est fabriqué en grande partie d'eau. À la naissance, notre corps contient même 90% d'eau et chez l'adulte, en moyenne, 70%. Sur le schéma de droite, vous voyez que si vous descendez à 56% d'hydratation, vous êtes déjà sévèrement déshydraté. Donc, pensez-y, pensez à boire régulièrement votre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour en tant qu'adulte, c'est le minima syndical pour un bon fonctionnement du corps. Donc, l'eau contenue dans vos fruits et vos légumes, c'est un plus, mais ça ne suffit pas. Il faut réellement boire cette quantité d'eau pour que notre corps puisse fonctionner de manière idéale. D'ailleurs, beaucoup de gens se sentent fatigués aussi parce qu'ils ne boivent pas assez. Le cerveau a également besoin de beaucoup d'eau. Alors, je vous présente la nouvelle solution de Xelis qui s'appelle Xeli Water. Xelis avait déjà une carafe filtrante. Cette semaine vient de sortir la toute nouvelle qui va offrir la possibilité justement de filtrer l'eau encore plus vite et d'avoir une eau encore de meilleure qualité. Elle est de contenance un petit peu plus grande, de 2 litres. Avant, nous avions 1,7 litre et vous allez pouvoir verser déjà de l'eau filtrée sans mélanger en fait à l'eau qui ne l'est pas encore parce que vous avez 2 circuits bien séparés
et vous allez pouvoir vous servir avant même que tout soit filtré. Donc, ça fait qu'on diminue le temps d'attente si vous avez très, très soif. Alors, ce filtre innovant, pour une eau vraiment de qualité, va s'appeler Xeli Alka. Et il va garantir vraiment une eau, comme je vous l'ai décrite tout à l'heure, avec vraiment le bon goût d'une eau douce de montagne, bien vivante, bien rafraîchissante, et qu'on a plaisir à boire réellement. Alors, nous avons 3 éléments qui sont importants. Donc, un charbon actif de qualité exceptionnelle qui va, entre autres, éliminer le chlore, parce que vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'en ce moment, avec les risques de Covid, l'eau est davantage chlorée, notamment en ville. Ça se sent vraiment très, très, très fort. Donc, sachez que lorsque vous avez filtré l'eau, avec ce filtre, eh bien, l'odeur disparaît. Vous avez un autre composant qui est fondamental également. Ce sont des billes de céramique qui confèrent justement ce caractère alcalin au système. Alors, il faut savoir que beaucoup de systèmes éliminent tous les minéraux. Je vous disais tout à l'heure, il faut peu de résidus à sec, peu de minéraux, mais il en faut quand même. Et notamment, il y en a qui sont importants, comme le magnésium. Donc, sachez que les billes de céramique vont conférer ce caractère alcalinisant. Le filtre va enlever le plus gros des minéraux et du chlore, mais va conserver entre autres ce fameux magnésium qui est important pour nous, et notamment pour le système nerveux. Et qui dit bon système nerveux dit aussi bonne réponse par rapport à notre microbiote, etc. Et un troisième média important, donc c'est la grande nouveauté, c'est une résine qui va piéger encore mieux les métaux lourds, les pesticides et les médicaments, vraiment pour une sécurité optimale pour le consommateur. Voilà, eh bien, je vous fais un petit résumé final. Il est en somme toute relativement facile de prendre soin de nous au quotidien pour avoir une bonne immunité. Donc, même pas peur du grand méchant virus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut bouger, il faut beaucoup rigoler. Ça fait énormément de bien au moral. Il faut mettre des choses de couleur dans son assiette. Il faut privilégier les légumes, un peu de fruits, plutôt des fruits rouges. Ça va être la saison, ça tombe bien. La plupart des fruits rouges sont des produits antioxydants, c'est-à-dire qui vont lutter contre la dégénérescence prématurée de nos cellules. Enfin, n'oubliez pas, comme je l'ai mis sur une photo en bas, n'oubliez pas de faire appel aux épices et aux aromates, c'est-à-dire les herbes fraîches. Elles fleurissent en ce moment, donc justement, prenez du frais, prenez des vitamines et surtout, surtout, n'oubliez pas de boire au quotidien votre 1,5 litre d'eau minimum, mais de l'eau vivante, de l'eau alcaline, de l'eau de qualité. Voilà, pour bien hydrater et bien nettoyer votre corps et permettre à vos cellules de communiquer correctement. Voilà, tout ceci pour vivre mieux, mais de manière naturelle. Voilà, eh bien, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous souhaite encore une bonne continuation. Prenez soin de vous et au plaisir de vous rencontrer.